Je voulais faire une recherche structurée pour que vous compreniez. On va clarifier le cadre, on va se baser sur plusieurs éléments. Les pays avec lesquels on le compare, dont on a par exemple la Corée du Sud, on a la Thaïlande, on a l'Israël, on a l'Irlande, la liste est longue, on a la Chine, on a le Chili, on a la Corée du Sud, on a Taïwan. C'était des pays qui étaient considérés comme des pays à bas revenus dans les années 50-60. Ça, c'est de 1. De 2, on a l'indice de prospérité, le PIB par habitant. Pour vous montrer le prompt que j'ai fait, on pourra peut-être afficher ça à l'écran pour vous. Je dis bonjour, bon, pas besoin de le saluer, ChatGPT. J'aimerais que tu me fasses une analyse inversée, mais j'aimerais que tu me dises quelles questions je dois poser pour arriver à ce résultat-là. J'aimerais savoir ce que les pays africains doivent faire pour être prospères. Mais l'analyse doit être basée sur l'évolution de pays similaires qui étaient dans la même situation économique que l'Afrique dans les années 50 et 60 et qui sont aujourd'hui prospères. Pour ce faire et pour avoir les bonnes réponses, que dois-je faire? Quelles sont les questions que je dois te poser? Bon, je l'ai dit vite fait parce que avec ChatGPT, on peut le faire vocalement. C'est ça l'avantage. Avec DeepSeek, c'est autre chose. Maintenant, pourquoi est-ce que j'utilise DeepSeek? Il y a eu des avis un peu partagés de gens quand il s'agit de certains sujets. On a l'impression que l'outil qui est développé par les Américains veut conserver, entre guillemets, la souveraineté, ce qui n'est pas à tout prix le cas de DeepSeek. Je n'ai pas essayé de faire des recherches contre la Chine pour confirmer ça, mais j'ai eu à faire des recherches similaires entre les deux applications et je dois vous avouer clairement que chaque application a sa force. Donc ChatGPT, tout ce qui est reverse analysis, DeepSeek également, mais on va commencer par là. Maintenant, ChatGPT propose des axes stratégiques à explorer. Je vais prendre 4. Il a proposé 7 axes stratégiques. Il a commencé par la gouvernance et les institutions dans les États, lutte contre la corruption qui freinait énormément le développement de ces pays-là, la capacité administrative. Par exemple, vous voulez créer une entreprise. Ici, je vous l'ai dit aux États-Unis, on crée l'entreprise en 15 minutes. Vous allez dans certains pays, ça vous prend plusieurs jours. Vous allez dans certains pays, on vous dit, mets le dossier, dans le dossier, mets l'argent, on va faire monter ton dossier. Je ne sais pas, chez qui va faire quoi, bref. Tous les blocs qui limitent l'évolution d'un pays. Okay, donc, premier axe, gouvernance et institution. Deuxième axe, capital humain. On va parler de l'éducation de base, je n'arrête pas de parler de ça. Supérieur, bon, on parle de politique démographique. On rentre encore un peu dans la politique. Troisième axe, industrialisation. ChatGPT a rajouté des choses derrière. Bon, je ne suis pas trop intéressée par ça. On pourra, par exemple, faire une autre étude poussée à 1000% si vous voulez. Pour ceux qui sont intéressés, dites-le, ça ne me dérangerait pas. Mais je ne voulais pas que le sujet soit ennuyeux pour vous. Hein? Je sais qu'il y a des personnes très sérieuses sur la chaîne. Je sais qu'il y a des gens aussi qui s'ennuient quand on parle de certains sujets. Mais c'est important pour nous parfois d'aborder ce type de sujet. Super important. Quatrième axe, financement et macro-politique. Excessivement important. Politique monétaire, intermédiation financière. On va parler de ça également. Et les autres axes que ChatGPT propose, c'est ouverture économique, intégration régionale, ce qu'on a vu par exemple du côté de la Chine. Le climat des affaires. Donc, on va même l'intégrer, hein. Ça c'est très important parce qu'il faut une ouverture également économique vers l'extérieur et inclusion et durabilité. ChatGPT propose des questions à poser. Quels mécanismes institutionnels ont permis à la Corée du Sud de réduire la corruption et d'améliorer l'efficacité de la dépense publique par exemple? Maintenant, quand on va aller du côté de DeepSeek, je vais lui demander de tenir compte des réalités également hein, dont l'Afrique fait face. Okay, entre la colonisation persistante, ce qu'on appelle beaucoup très souvent le néocolonialisme, on va tenir compte de tout ça et il va nous faire la synthèse. Voilà, on a posé les bases. Ce qu'on va faire, maintenant on va switcher du côté de DeepSeek et il propose en termes de gouvernance. Quels mécanismes institutionnels ont permis à la Corée de réduire la corruption? Ok, donc moi je vais faire quelque chose d'autre. Donc je vais à DeepSeek, je lui dis j'aimerais que tu effectues, bon on va d'abord dire bonjour, hein. On sait que c'est pas un être humain, mais moi je dis toujours qu'on ne sait jamais. Ces gens-là, when they will take over, il faut qu'ils se rappellent que Stéphanie quand même était nice. J'aimerais que tu effectues une étude comparative poussée entre les pays dits émergents ou pauvres dans les années 60, okay, et qui sont développés aujourd'hui. Développés aujourd'hui. C'est l'accent. Et les pays africains qui sont toujours à la traîne. Ok, maintenant je lui dis quelque chose, je n'ai pas dit à ChatGPT. J'aimerais que tu tiennes compte du contexte historique et des réalités géopolitiques. Et de la néocolonisation persistante.
en Afrique. Pour ce faire, je te poserai une série de questions basées sur plusieurs axes. Ok? Bon, on commence par la première question. Je vais demander quels sont les pays justement sur lesquels on peut baser notre analyse. Sur lesquels on peut baser notre analyse. Là, j'ai lancé la recherche. DeepSeek va créer une réponse. J'ai été pas trop vague, mais pas trop précise non plus. Ok? Donc, j'espère qu'il va comprendre que je vais lui poser une certaine série de questions. Vous voyez, là, c'est en train de dérouler. DeepSeek a compris. Excellente question, je suis ravie de t'aider dans cette analyse. Pays aujourd'hui développés qui étaient pauvres ou émergents dans les années 60. Les tigres asiatiques, développement rapide dans les années trucs. Corée du Sud, Singapour, Taïwan, Hong Kong. Intégration à la Chine. Autres pays en forte croissance, Chine, Malaisie, Thaïlande, Vietnam. Les pays latino-américains, le Chili, le Brésil. Pourquoi ces pays ont réussi? Stabilité politique, investissement massif dans l'éducation, ouverture économique et industrialisation, infrastructure et gouvernance efficace, soutien géopolitique. Intéressant. Si tu veux, nous pouvons maintenant comparer ces facteurs avec les réalités africaines. Ok, bon, moi je vais retourner dans ChatGPT parce que lui, il a fait le reverse engineering. Ok, il m'a fait la recherche de à l'envers là. C'est comment? Voilà. Donc, je reviens sur la deuxième question. Par rapport à la gouvernance, quels mécanismes institutionnels ont permis à ces pays? Première question, ok? Donc, je reviens sur DeepSeek. Deuxième question. Par rapport à la gouvernance, vous voyez, donc je prends la proposition que ChatGPT m'a faite. Quels mécanismes institutionnels ont permis à ces pays, aux pays cités plus haut, de réduire la corruption, dont on reconnaît déjà que le plus gros problème en termes de gouvernance, c'est un problème de corruption, ok? Donc, on peut avoir des investisseurs étrangers qui arrivent dans le pays et prennent le dessus des choses parce que on a des challenges de corruption, ok? Donc, on va laisser les nationaux qui peuvent développer leur pays et on a tendance à vendre le pays de manière inconsciente très souvent aux étrangers. Et très souvent, c'est les générations d'après, c'est nos petits-enfants qui payent le prix. Mais nous, on a vécu la belle vie. Hein. Faites très attention. Donc, vous voyez, j'ai posé la question par rapport à la gouvernance. Quels mécanismes institutionnels ont permis aux pays cités plus haut de réduire la corruption et d'améliorer l'efficacité de la dépendance publique entre 1961 et, on va mettre 2025. Voilà. Donc, vous voyez, je ne fais pas du copier-coller bête. On va même mettre les années 1960. Donc là, je comprends que DeepSeek est très sensible à certains mots. Maintenant, après la vidéo, je vais m'amuser aussi à aller voir ce que ChatGPT dit. Hein. Alors, la réponse, excellent point. N'oubliez pas les 5 axes dont on a parlé. Donc, on commence avec la gouvernance, ok? Vous connaissez les pays, vous les avez vus défiler. Singapour, un hub entrepreneurial présentement, c'est à un autre niveau. Il aura même dû mettre Dubaï. Bon, c'est vrai que Dubaï n'était pas vraiment une communauté ou une ville. C'était du néant, il n'y avait rien à l'intérieur. Mais très souvent, ce sont les pays de l'Asie du Sud et les pays asiatiques en général. La Corée du Sud, la Chine, Taïwan. Et ces gens-ci me donnent les mots de tête. Vous voyez? Ça a trouvé, puis ça refait encore les trucs. Oh là là. J'ai l'impression que c'est un problème avec DeepSeek. Je pense qu'ils sont débordés de recherche. Bref, les pays un peu plus haut. Ce qu'on va faire, ok? Je vais lire, parce que si ça refait encore la même chose, on a des problèmes. Premier point plutôt gouvernance, c'est-à-dire corruption. Les mécanismes institutionnels clés pour réduire la corruption et améliorer l'efficacité publique. Réformes structurelles mises en place par le pays réussissant. On a renforcé les institutions anticorruption, indépendance et pouvoir réel. À Singapour, par exemple, entre 1960 et 1970, on a la création du Corrupt Practice Investment Bureau. Et ce sont vraiment des gens non corruptibles. Zéro tolérance, même dans les ministères. Donc, corruption dans les ministères était condamnée. Les salaires très élevés pour les hauts fonctionnaires pour réduire les tentations de corruption. Très intéressant. En Corée du Sud, entre 1980 et 2000, commission anticorruption. Donc, il y a toujours des institutions concrètes. Puis, agence de lutte contre la corruption. Purge politique après la dictature. On a l'exemple de Chong Do-hwan, jugé pour la corruption. Après ça, on a la réforme de la fonction publique.
méritocratie versus clientélisme. La première fois que j'entends le mot clientélisme, je n'ai aucune idée c'est quoi. Donc en Chine, à partir des années 1980, on avait un système de promotion basé sur les performances économiques locales. Critères stricts pour les dirigeants régionaux. On avait également la rotation des cadres pour éviter les réseaux corrompus. J'aime ça. Ça, au moins, j'ai déjà entendu parler de ça. Au Chili, donc du côté des Latinos, on avait les concours publics obligatoires pour les postes administratifs. Fin du népotisme. Et même là, moi, je trouve toujours une faille. Par exemple, du côté du Cameroun, on peut créer ces concours publics et tu fais rentrer tes gens à l'intérieur. Donc, peut-être un peu pousser par rapport à ça, avoir des systèmes bien en place qui puissent éviter justement de faire rentrer ces gens dans les fonctions publiques qui sont des fonctions très clés qu'on a tendance à ignorer. Troisième point, transparence budgétaire et contrôle des dépenses publiques. En Malaisie, les années 1980 et 2000, on a audit indépendant et obligation de publier les budgets. Tout le monde avait accès à ça. Réduction des dépenses clientélistes sous Mahathir, malgré les dérives plus tard. Bon, je ne sais pas c'est quoi clientéliste, ceux qui ont la définition, s'il vous plaît, aidez-nous à comprendre. Du côté du Brésil, entre les années 90 et 2010, tribunal des comptes renforcés. Mais apparemment, c'est un problème qui persiste toujours. Quatrième point, digitalisation et réduction des contacts humains. J'adore ça. Moins de pots de vin. Là, on va en Estonie. Si je ne me trompe pas, c'est du côté de l'Europe de l'Est. Administration 100% numérisée. Moins d'intermédiaires égale moins de corruption. Moins d'êtres humains en au milieu, moins de corruption. Plus on avance rapidement, plus on ferme le gap. Du côté de l'Inde, depuis les années 2000, ils ont Aadhaar, j'ai entendu parler de ça, qui est biométrique pour réduire la fraude dans les aides sociales. Ça, c'est un gros scandale de ce côté-là. Ok? Donc, on va vraiment du côté de la digitalisation. Pourquoi ces mécanismes ont souvent échoué en Afrique? Faiblesse des institutions anticorruption. Vous voyez? On a fait la recherche en même temps. Hein? Et je vous ai dit ça. Il faut des institutions anticorruption fortes. Très souvent, malheureusement, elles ne le sont pas. Et pour des raisons bien précises. Parce que c'est un cycle bien huilé. On cherche les petits points faibles. Ok? Elles sont souvent sous-financées. Les agences anticorruption, ça me rappelle le monsieur, le Nigérian que j'ai rencontré à l'ONU. Ceux qui se rappellent, il y a carrément une vidéo qui est parue dessus. De la session en question, il parlait justement du manque de financement. Et c'est fait exprès. C'est pour les freiner dans leurs actions. Clientélisme et népotisme persistant. On est toujours dans les problèmes. Pourquoi les mécanismes ont souvent échoué en Afrique, ce que je viens de citer. Recrutement dans la fonction publique basé sur l'appartenance ethnique ou politique. Wouh! Il donne exemple Kenya-Congo. Détournement des fonds publics pour des projets prestige. On a les stades, les monuments, au lieu des infrastructures. Donc, l'accent doit clairement être mis sur les infrastructures. Manque de transparence budgétaire. Contrôle parlementaire faible. Les assemblées souvent dominées par le parti au pouvoir. Donc, on a toujours un contrôle de la politique, malheureusement. Enfin, on ne peut pas avoir la même personne qui a un monopole sur tout, quoi. Donc, il faut des entités déconnectées des pouvoirs publics. Certains parlent de la police, justement. Opacité dans les industries extractives. Pétrole, mines. Paradis fiscaux. Ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans le passé sur la chaîne. Les conflits, instabilité politique. Les guerres civiles qui sont faites exprès. Tant qu'il y a la guerre, on est moins concentré sur construire son pays. Ok? Quand il dit on est moins concentré, ça veut dire que l'étranger et les autres peuvent venir s'enrichir. Parce que ceux qui viennent vendre des armes ont les moyens, justement, d'intervenir pour arrêter la guerre. Mais ça ne se passe pas. On a pris l'exemple de la RDC, de la Somalie. Somalie, exemple très criard. Les coups d'État Sahel, interruption des réformes. Je ne suis pas sûre pour les coups d'État là. Il met Sahel, interruption des réformes. Non, papa. Bon, je ne vais pas pousser la réflexion. On va prendre tel quel. Et c'est aussi pour ça qu'il c'est important d'être critique en lisant. C'est parce que c'est l'intelligence artificielle qui connaît tout au contraire. Okay? Il faut faire preuve également de nos trucs. Bon. Leçon pour l'Afrique, il faut renforcer l'indépendance des agences anticorruption, comme à Singapour, ce que j'ai dit un peu plus tôt, instaurer une véritable méritocratie dans la fonction publique, comme ce que j'ai dit plus tôt, okay? Quand on lance les concours, il ne faut pas qu'on lance le concours et que la sélection est faite par un être humain. Parce que quand on met l'être humain au milieu, le gars va chercher le gars de sa tribu et le faire entrer. Hein? Le gars va aller chercher le gars qui a payé le pot de vin derrière et le faire entrer. Et tout ça sont des petits actes que la population pose. Et moi, on ne se rend pas compte de l'impact néfaste que ça a sur nos pays. C'est un peu ça. Je pense peut-être que je vais sortir une série de trucs sur la corruption pour un peu ouvrir l'esprit des gens et qu'on réalise l'impact
néfaste et grave que ça a. C'est pas bon. Digitaliser les services publics pour limiter les intermédiaires corrompus. Une fois de plus, on écarte l'être humain. Pays où on évite la digitalisation, vous comprenez maintenant pourquoi. Alors que c'est assez facile de nos jours d'implémenter des systèmes digitaux pour faire avancer les choses rapidement. Mais il y aura toujours une ou deux ou trois personnes qui ne voudront pas que ça avance. Vous imaginez 2 personnes qui vont freiner l'évolution de 20 millions de personnes ou de 40 millions, même de 100 millions de personnes pour 2 personnes. Yeah. Bon, exemple positif récent, le Rwanda, lutte efficace contre la corruption, mais régime autoritaire. Pourquoi mais? Bref. Prochaine étape, on peut aborder le rôle de l'industrialisation versus la dépendance aux matières premières. L'impact du colonialisme et du néocolonialisme sur les trajectoires différentes. Bon, ça c'était le premier axe. Je vous ai dit, la vidéo aussi risque d'être longue. Et c'est seulement pour les plus sérieux, ok? On va aller sur le deuxième axe maintenant qui est le capital humain. ChatGPT nous propose de poser la question suivante. Comment Singapour a-t-elle aligné son système éducatif sur les besoins de son industrialisation des années 70? J'adore la question. Ok? Donc, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre ça. Et comme d'habitude, on va généraliser pour les pays un peu plus haut. Parce que je ne veux pas juste qu'on se concentre sur Singapour. Je veux également qu'on prenne des exemples sur d'autres pays. Si le Vietnam l'a fait, si la Taïwan l'a fait, si la Corée du Sud l'a fait. Pourquoi se limiter à Singapour? Voilà. Donc, j'ai copié-collé. Je viens faire numéro 3. Parce que je lui ai dit une série de questions. J'ai posé la première, deuxième, troisième question. Comment les pays cités plus haut, une fois de plus, comment les pays cités plus haut ont-ils aligné leur système éducatif sur les besoins de leur industrialisation? Quels actes concrets ont-ils pris? Okay. Super. On va dans le concret. Si DeepSeek dit encore que c'est hors de son scope, je veux comprendre que c'est lui le problème, quoi. Donc, vous voyez, là, on part maintenant sur le troisième, l'industrialisation, le système éducatif. Alignement des systèmes éducatifs sur l'industrialisation, stratégie concrète des pays asiatiques versus l'Afrique. L'un des facteurs décisifs du succès des pays émergents, Corée du Sud, Singapour, Chine et autres, a été leur capacité à adapter leur système éducatif aux besoins de l'industrie. Contrairement à de nombreux pays africains où l'éducation reste souvent théorique et déconnectée du marché du travail. Ces pays ont mis en place des réformes pragmatiques et ciblées. Oh mon Dieu, c'est qu'on est victime de ça. Je pense que le système francophone a tout gâché dans nos têtes. On est tellement théorique en Afrique que quand tu finis de travailler là, tu sors premier de classe à l'école. Quand tu vas dans la vie là, la vie te gifle aller-retour. Parce que ce que tu as fait à l'école n'a rien à voir avec la pratique. Donc, il parle ici de pays qui ont mis en place justement dans leur système éducatif des réformes pragmatiques. A. Stratégie éducative clé des pays réussissants. Orientation massive vers les STEM. STEM, c'est Science, Technology, Engineering, Mathematics. Okay? Donc, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques. La Corée du Nord, entre les années 1970 et 1990, a priorisé les maths physiques dans les lycées. De 1. Subventions pour les écoles d'ingénierie en lien avec les chaebols comme Samsung, Hyundai. 2. Résultat aujourd'hui, premier pays de l'OCDE en nombre d'ingénieurs par habitant. Ça, c'est intéressant. Je pensais que c'était la Chine. Donc, apparemment, c'est la Corée du Sud. Pour la Chine, à partir des années 1980, ouverture massive d'universités techniques. Ça, c'est connu. OK. Bourse ciblée pour les étudiants en robotique, IA, électronique. Je ne suis pas sûr qu'ils vont parler de ça ici, hein, parce que DeepSeek, c'est chinois. Il y a également eu beaucoup d'investissements pour les étudiants étrangers. Donc, ils ont fait carrément migrer les étudiants à l'étranger qui partaient avec des bourses dans les écoles clés ici aux États-Unis pour aller prendre la connaissance. Donc, il y avait cette volonté politique-là, justement, de pousser, d'aller acquérir la connaissance technologique et ramener son pays. Vraiment, on est vraiment sur la stratégie éducative. Si on arrive à éveiller la conscience de nos enfants jeunes, c'est fini pour eux. Donc, du coup, il y a d'autres initiatives smart, intelligentes, que les gouvernements, ou même les institutions, ou même les personnes, ou même les entrepreneurs éveillés, qui ont des groupes de trucs, peuvent prendre parallèlement pour pouvoir mettre l'emphase sur l'éducation de ces jeunes-là. Vous voyez par exemple que si vous financez, vous entrez par exemple dans des partenariats avec les universités importantes ici, vous financez par exemple 1000 élèves par an, ou même disons même 100 ans, pas 1000. On peut faire 1000 en 10 ans, et 10 ans ça passe vite. 100 élèves de votre pays, vous les envoyez pour venir étudier ici avec des bourses bien ciblées et vous vous dites que bon, le taux de retour sera de 60%, ça vous fait quand même 60 personnes qui vont rentrer au pays, ok, avec cette connaissance pour développer le pays, c'est énorme.
Vous imaginez 60 ingénieurs qui sortent soit de Harvard, de Princeton, de Yale, de MIT? C'est énorme. Formation professionnelle intensive. Lycée technique, apprentissage. On est toujours dans le modèle de ce que les pays réussissants ont fait. En Allemagne, j'adore, ils sont allés du côté de l'Allemagne. Modèle copié par la Corée et Singapour. Vous voyez donc, la Corée et Singapour sont allés trouver des modèles qui fonctionnent et ont ramené ça sur eux. Ils ont un système duel. École plus entreprise. J'adore ça, ça parle mon langage. Singapour, année 1970 pour Singapour, année 1970 et 2000, on a la création de l'ITE, Institute of Technology Education, 70% des élèves en formation professionnelle. Ça, c'est superbe. Partenariat école-usine, ST microélectronique, former ses techniciens directement. Parfait. On a l'enseignement supérieur aligné sur les besoins économiques et pas les doctorats en philosophie. Maintenant, on va venir me taper sur les doigts. Les professeurs en langue française, on fait quoi avec? Chinois, c'est pas parler français. Mais allez voir le pays. Numéro 1 aujourd'hui. Ok? L'enseignement supérieur est aligné aux besoins économiques. De quoi a-t-on besoin dans le pays? On a besoin d'infrastructures. Peut-être former des ingénieurs des chaussées. Former les ingénieurs qui savent construire des ponts qui vont durer sur 100 ans. Pour ce faire, est-ce qu'on les envoie en Chine, les former? Oui, il faut justement de l'argent, il faut la bourse pour donner cette force-là aux jeunes, les envoyer aller chercher la connaissance. En Allemagne, en Corée du Sud, en Chine, que c'est aux États-Unis. Ingénieurs de ponts et chaussées, on a besoin d'infrastructures. Problème énergétique, on le règle comment? On les envoie se former. Si on ne peut pas les envoyer se former, on peut ramener la formation à nous. Également très intéressant, entrer dans les partenariats par exemple. Donc peut-être prendre des branches de grandes écoles ou institutions connues ici, ouvrir ces branches-là dans le pays localement afin de former les gens localement. Troisième point, enseignement supérieur aligné sur les besoins économiques, j'ai déjà dit ça. Donc toujours sous ce point-là, Taïwan, université spécialisée dans les semi-conducteurs, c'est vraiment les besoins du pays. Taiwan Semiconductor recrute directement dans les facs, donc ils s'en vont dans les facultés recruter les élèves. La Malaisie avec le Look East Policy, ils envoient, vous voyez, je n'avais même pas encore lu ça. Donc ils disent exactement ce que je dis. Donc eux en Malaisie, ils envoient les étudiants en stage au Japon et en Corée. Pratique. On vous a enseigné sur papier, ok? C'est pas mal, on doit commencer quelque part. Mais ici aux États-Unis, il y a un chiffre qu'on nous a appris ici, 10% de théorie, 90% de pratique. En Afrique francophone, je le répète, francophone, c'est 95% de théorie, 5% de pratique. Parce qu'on ne donne même pas la chance aux gens de pratiquer. Prochain point, apprentissage et langues stratégiques. Ils n'ont pas mis toutes les langues stratégiques. Ils mettent anglais et mandarin. Singapour, toutes les matières scientifiques sont en anglais. Même à l'école primaire. En Chine, obligation de l'anglais technique dans les universités d'ingénieurs. Smart. Les pays africains même, je dirais anglais, mandarin, je rajouterais l'espagnol qui va devenir d'ici très peu la première langue le plus parlée et russe. Russe comme autre langue. Mais sinon, je mettrais anglais, espagnol, mandarin. Russe comme étant quatrième langue. Autre point, recherche de développement financé par l'État. Corée du Sud, 5% du PIB en R&D. La Corée du Sud met 5% de son PIB en recherche et développement, chapeau. En Afrique, on n'a même pas 1%. 0,5%. Je ne sais même pas d'où ils tiennent les chiffres. Je ne suis pas sûre que c'est 0,5%. Je ne sais même pas si c'est 0,01%. Mais bon, je n'ai pas les références. On va garder ça comme ça. La Chine, parc technologique. Shenzhen pour l'électronique. On est allé là-bas. En effet, très développé, très avancé. Pourquoi l'Afrique a du mal à reproduire ses modèles? On parle dans des challenges pour que l'Afrique reproduise ses modèles. Système éducatif trop généraliste et peu technique. C'est ce que j'ai mentionné un peu plus tôt. On a un manque d'écoles professionnelles. Exemple, au Sénégal, seulement 5% des élèves en filière technique. Programme obsolète basé sur le modèle colonial français et britannique. Des connexions entre universités et entreprises. Peu de stages obligatoires, contrairement à l'Allemagne ou Singapour. Il faut des stages, il faut la partie pratique. Industrie faible. Pas de demande en ingénierie locale. Fuite des cerveaux. Réalité africaine. Je vous parle souvent de l'environnement. L'environnement n'est pas propice. Les gens se rendent compte que si je quitte ce pays-ci, je vais dans l'autre pays, j'ai plus de chances de réussir dans l'autre pays. Et même l'autre pays, là, ça peut être en Afrique. Hein. Je quitte mon pays de naissance parce que, bon, il y a un problème de corruption, il y a un problème, on ne me comprend pas, je sens que j'ai un génie, je sens que j'ai tellement offrir, j'ai essayé de pousser, j'ai essayé de contacter. Bon, on m'a mis en arrière, je ne suis pas de la bonne tribu, je n'ai pas la bonne couleur, je n'ai pas les bons contacts. Vous bougez, simplement. On parle de fuite de cerveau. On va effectuer la fuite de cerveau. Le plus important pour l'être humain, c'est de se réaliser. Ça ne marche pas dans notre environnement,
vous décalez. Pas de politique de retour. Contrairement à la Chine qui attire ses diplômés avec des salaires compétitifs. Ça, c'est connu. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils finançaient, ces élèves-là partaient et ils reviennent avec des salaires compétitifs. Sous-financement chronique, dépenses publiques en éducation représentent moins de 4% du PIB dans beaucoup de pays africains, contre 7% en Corée du Sud. Salle de classe surchargée, enseignants mal payés. Félicitations encore à nos enseignants qui font de l'excellent travail. Je sais que les salaires, ça ne suit pas toujours, mais vous faites de l'excellent travail. Okay? Solution potentielle pour l'Afrique par rapport à ça, créer des lycées techniques publics et privés, comme l'ITE de Singapour. Donc, on parle vraiment de lycées techniques qui répondent aux besoins pressants du pays, pas juste n'importe lesquels. Obliger les multinationales à financer des centres de formation. J'adore ça. Surtout parce que souvent, les ententes sont un peu illégales. Donc, il faudrait que l'argent quand même qu'ils fassent revienne. Total, Glencore, maintenant le mot que certaines personnes vont dire que obligé, on les oblige comment? Papa, on vient dans ton pays, oh. C'est ton pays. Une fois que l'Africain comprend que c'est son pays, c'est son territoire, l'étranger ne pourra plus venir chez lui faire n'importe quoi. C'est chez toi, c'est ta maison. Tu fixes les règles. Si quelqu'un n'est pas content, malheureusement, il va peut-être chercher dans notre pays voisin. Introduire l'anglais et le mandarin comme langue scientifique obligatoire. Anglais et mandarin obligatoire comme langue. Si vous imaginez les enfants faire la chimie et la physique en mandarin, ce sera superbe. Lancer des villes technologiques, Kigali Innovation, au Rwanda ils l'ont fait. Augmenter le budget éducation à 6 à 7% du PIB comme en Asie. Nous en Afrique, même je mettrais ça à 10%. Parce que c'est la base de tout. C'est la base de tout. Exemple de réussite, on a le Maroc. Développement des énergies renouvelables avec l'université Mohamed VI Polytechnique. Parfait. Bon, on va passer rapidement au prochain point, l'industrialisation. Et si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, félicitations. N'oubliez pas que j'offre une formation gratuite. Allez voir le lien en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez le temps de vous abonner. Ça nous donne la force afin de créer du contenu de meilleure qualité. C'est pour vous qu'on fait ça. Troisième point, quatrième question pour DeepSeek. Quels incitatifs fiscaux Taïwan a-t-il mis en place pour attirer l'électronique? Bon, ça c'est trop ciblé. Sur quelle niche industrielle à forte valeur les pays africains doivent-ils se concentrer? Bam! On laisse DeepSeek faire la magie. J'ai oublié qu'il doit toujours faire une analyse comparative par rapport au pays qu'il a cité un peu plus haut. Niche industrielle à haute valeur ajoutée pour l'Afrique. Stratégie gagnante. L'Afrique a un énorme potentiel industriel, mais elle doit éviter l'erreur de se contenter d'exporter des matières premières brutes. Pour rattraper son retard, elle doit se spécialiser dans des niches industrielles stratégiques, comme l'ont fait les pays asiatiques. Voilà les secteurs clés à prioriser. Je pense que sur la chaîne, si vous êtes un bon panafricain, vous voulez voir l'évolution de votre pays, ça reste dans le top 10 des meilleures vidéos. Parce que j'aime ce que je vois. Premier secteur, les secteurs industriels à fort potentiel pour l'Afrique. 1. Agro-industrie et transformation alimentaire. Problème actuel, l'Afrique exporte du cacao brut, puis importe du chocolat. Perte de valeur, bon ça on le sait. Opportunité, chocolaterie premium, fruits transformés, aliments bio et équitables pour l'export. Donc vous voyez, on veut assurer l'indépendance, la souveraineté alimentaire, mais on pousse la réflexion, on pense également à exporter. Parce que c'est un marché énorme, surtout quand c'est bio. Depuis toutes les années que je parle, voilà la concrétisation ici. Deuxième sous-point, industrie minière et métallurgie. Problème actuel, exportation de minerais bruts, cuivre, cobalt, bauxite. Vous connaissez le tralala, l'histoire. Opportunité, raffinage du cobalt. En RDC, par exemple, ça peut faire des batteries pour voitures électriques. Fabrication d'aluminium. La Guinée, le pays que j'ai découvert récemment, super pays. Je vous conseille vraiment de faire un tour de ce côté-là. Vous serez ouf. Des efforts sont en train de se faire de ce côté. Chapeau à ce pays-là. Afrique du Sud, bijouterie et or travaillé. Mali, Ghana, Afrique du Sud. Troisième industrie, ce sont les industries à fort potentiel. Textile et cuir. Mode africaine de luxe, je vous ai amené récemment en Chine, je vous ai parlé de ça. Problème actuel, coton exporté vers l'Asie, puis réimporté sous forme de vêtements. Mais on importe tout. On exporte toutes nos matières premières et on importe tout ce qui est fait. On a de la matière grise, hein, il faut qu'on se réveille. Opportunité, tissu haut de gamme, wax, Bogolan, Mali au Sénégal. Les marques africaines de luxe, on dit Dior s'inspire du wax ivoirien. Chaussures et maroquinerie, Éthiopie et Maroc.
Mais l'Éthiopie, là, avec ce qui s'est passé avec l'AGOA, là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de perdre beaucoup de des marchés qu'ils avaient ici aux États-Unis. Hein, parce qu'on a fermé l'AGOA, les ententes qu'ils avaient avec les Américains. Donc, on peut aussi peut-être se concentrer, quand on parle d'exportation, pas à tout prix vers les pays ultra-consommateurs comme l'Amérique. Peut-être l'Afrique. L'Afrique, c'est un fort potentiel qu'on néglige. Hein. Quatrième sous-catégorie sous les industries à fort potentiel, électronique et assemblage de produits tech. Problème actuel, importation massive de smartphones et ordinateurs. Opportunité, assemblage de smartphones, Afri Owan au Nigeria, Marathon au Rwanda, coucou aux gens de Marathon, composants solaires pour l'électrification rurale. Okay. Doit avoir peut-être des usines d'assemblage et peut-être même pousser la réflexion. Vous vous rappelez, au niveau de l'éducation, on éduque ceux qui peuvent former les pièces, travailler sur les usines pour l'instant. Une fois qu'on a la connaissance pour former les pièces, bam, on transfère ça là. Autre sous-industrie, pharmacie et médicaments génériques. 90% des médicaments en Afrique sont importés. Opportunité, production locale antipaludéen et ARV au Sénégal et au Maroc. Usine de vaccins, Institut Pasteur au Sénégal, Afrigen en Afrique du Sud. Énergie renouvelable, toujours dans la sous-catégorie des industries à fort potentiel. Problème actuel, dépendance aux énergies fossiles. Opportunité, fabrication de panneaux solaires, Maroc, Afrique du Sud, batterie lithium-ion, RDC Zimbabwe, hydrogène vert. Bon, là maintenant, on vous donne des exemples concrets de réussite en Afrique. Donc, au lieu de dire, bon, on va aller chercher la connaissance ailleurs, on peut regarder dans ces pays-là. Le Maroc, on a Hub Automobile, Renault, je pense que vous savez quand même que le Maroc, on était au Maroc ensemble, est connu vraiment pour être un de ces pays-là qui fait de l'assemblage en masse. Donc, il le fait pour Renault, pour Stellantis. C'est le premier exportateur de voitures vers l'Europe, le Maroc. Il y a également l'aérospatiale, usine Boeing et Safran. On a le cas de l'Éthiopie, usine de textile très connue, H&M, PVH, avec, ils employaient un peu plus, ils disent 200 000 emplois créés, je pense que c'est plus, hein. Ils disent autour de 320 000 emplois créés, mais bon, ils disent 200 000, ça a vérifié. Zone industrielle de Hawassa, ils ont copié le modèle chinois, pas de honte à copier ce qui fonctionne. Au Rwanda, assemblage électronique, Marathon dont on a parlé un peu plus haut, biotechnologie, BioNTech, vaccine production. Maintenant, on donne des conditions pour réussir cette industrialisation. Si la vidéo est trop longue, arrêtez, vous pouvez revenir plus tard. Vous savez que c'est une des vidéos les plus importantes. Disons, les vidéos longues, les intellectuels seront là jusqu'à présent. Ceux qui vont vous poser, vous revenez voir plus tard. Okay? Il faut une politique industrielle claire. Vision 2030 du Maroc, on peut s'inspirer de ça. Il faut des infrastructures électriques et logistiques. Les trains et les ports. Ce qu'il disait du côté de port de Moroboyal. Mais pourquoi les ports? Pourquoi les ports? Vous voyez? Donc, pour réussir l'industrialisation, il faut une logistique. Et il faut des infrastructures, c'est important. Les trains et les ports. Il faut une main-d'œuvre qualifiée, d'où l'importance des écoles techniques. Financement local, les banques africaines qui investissent dans l'industrie. On tire notre chapeau du côté de l'AES qui sont en train de créer une banque d'investissement. Protection temporaire des industries naissantes. Taxes à l'importation. Oh, j'aime ça. Donc, on augmente les taxes pour faire qu'on puisse consommer plus localement. Parce qu'une fois que les produits arrivent dans le pays et que, justement, les commerçants qui importent payent une grosse taxe, le prix auquel ils vont vendre sera plus élevé. Donc, du coup, naturellement, la population va se diriger vers les produits affordable. Prochaine étape, je demande donc comment attirer les investisseurs sans tomber dans le piège de la dette chinoise, le rôle des zones économiques spéciales. J'aime bien ça, on va prendre ça. Comment attirer les investisseurs sans tomber dans le piège de la dette chinoise. J'aime bien ça. J'aime beaucoup même. Du côté de ChatGPT, le prochain point d'être le financement. Comment l'Irlande a-t-elle structuré ses réformes fiscales pour attirer les IDE tout en conservant sa base fiscale? Quel outil de mobilisation domestique de l'épargne pourrait dépasser 25%? I like that. I like that. Alors, l'Afrique a besoin d'investissements massifs. Ça, c'est sûr, on le sait. Pour son industrialisation, mais plusieurs pays, Angola, Zambie, Kenya, ont subi les risques de la dette chinoise, avec des prêts opaques garantis sur les ressources naturelles. Pour attirer des capitaux sans dépendance excessive, voici des stratégies éprouvées. Première stratégie pour attirer les investisseurs de manière équilibrée. 1. Diversifier les sources de financement. Ne pas tout miser sur la Chine. Investissement direct étranger, les IDE, occidentaux, cibler l'Europe, Allemagne,
France pour l'agro-industrie. Bon, je sais que les gens, quand on va dire France, ils vont se gratter le truc. Mais on va vraiment chercher les entrepreneurs. On est dans le milieu entrepreneurial, ok? Bon, il y a l'aspect étatique qu'on connaît. Mais souvent, les entrepreneurs, c'est le gars qui a son business qui n'a pratiquement rien à voir avec l'État. Souvent. Maintenant, est-ce que l'État peut intervenir, demander est-ce que l'entreprise en question fasse des choses sur place? Ça peut arriver, on garde ça en tête. États-Unis, via l'AGOA pour le textile. Ok? Donc, investissement direct étranger. On va chercher les capitaux, justement, à l'extérieur. Fonds souverains et partenariats sud-sud. Golfe, les Émirats, Arabie Saoudite, investissement dans les infrastructures. Ils en font, hein. Les gens sont surpris, mais ils en font. Les Émiratis et tout, ils font des investissements dans les infrastructures. Et ils sont quand même assez bons dans ça. Inde et Turquie, partenariat technologique. Vous voyez? Deuxième, éviter les prêts gagés sur les ressources naturelles. Le piège chinois, contrat minier pétrolier en échange de prêts. Alternatif, emprunt en monnaie locale. Moins de risques de change. Et on ne perd pas également dans le change. Obligations souveraines transparentes. Troisième point, améliorer le climat des affaires. Faciliter la création d'entreprises. Réduire la bureaucratie. Rwanda, deuxième pays le plus facile pour faire les affaires en Afrique. Ils prennent un exemple. Je sais que pour créer une entreprise au Rwanda, c'est vraiment facile. Et les 2 premières années, vous ne payez pas de taxes. Donc, ça incite justement les gens à aller entreprendre dans le pays. Ok? Protection des investisseurs. Tribunaux commerciaux indépendants. Oh mon Dieu. J'espère qu'il va parler des affaires des tribunaux là. Parce qu'il y a certains pays en Afrique, la justice est sale. On achète les juges. Tu penses que tu as ton dossier, tu vas t'asseoir devant pour parler. Le juge l'a acheté, il est sale, il pue. Il est sale. Ça, c'est une autre réalité à considérer. Parce que pour aller investir dans un pays, tu vas être sûr que la justice sera équitable. Ce n'est pas un argent que tu as ramassé ou tu as volé. Miser sur les partenariats publics-privés plutôt que sur la dette pure. Modèle marocain, on a Tanger Med, financé par des PPP. On a Hassan de Fund, investisseurs étrangers. Nour Ouarzazate, centrale solaire avec financement mixte. Éviter les pièges à dette. Négocier des clauses de transparence, pas de secret bancaire. Limiter les garanties d'État pour éviter des cas comme le port de Hambantota au Sri Lanka. Il y a le port au Sri Lanka, mais également, comment on appelle la petite commune là? Ils ont beaucoup de moines chez eux comme ça. Et ils demandent leur indépendance contre la Chine. Il y a également leur cas, hein, parce que la Chine, ceux qui poussent un peu la réflexion, vous allez vous rendre compte que, en fait, la Chine vient comme un partenaire gagnant-gagnant. Mais je dirais que peut-être il faudra qu'on fasse attention, nous, par rapport aux ententes dans lesquelles on rentre. L'Africain a vraiment tendance à être très naïf, hein, il ne voit pas loin. Parce qu'on peut acheter ton pays avec de l'argent. On peut venir avec un contrat qui a l'air normal, où on ne te met pas de la pression, on te dit qu'on t'écoute, mais on peut acheter ton pays et dire que bon, je ne suis pas capable de payer ça, je devrais exploiter ton pétrole pendant 99 ans. Okay? Je ne suis pas capable de payer pour le port qu'on a fait, je vais récupérer le port, ce sera mon nom. Donc il faut faire attention à dire oui, il faut vraiment avoir des ententes. Et je pense que de plus en plus, il y a des jeunes Africains qui se spécialisent, qui vont dans les écoles de luxe. Prenons le temps d'aller les chercher. Prenons le temps d'aller fouiller dans ces pays-là et de leur proposer un salaire lucratif. On est en train d'assister à un retour massif au pays. Soyons un de ces pays-là qui comprend que le futur et même le présent, c'est l'Afrique. Donc positionnons-nous d'avance. 5e point, ils ont commencé tard. Parce que moi, je voulais y parler de ça. Ils ont mis ça en dernier point. Attirer les capitaux de la diaspora africaine. Obligation diaspora, comme l'Éthiopie le fait. Incitation fiscale pour les investisseurs africains expatriés. Je répète, vous faites ça. Je connais beaucoup, des dizaines de milliers d'entrepreneurs qui sont ici, africains, qui vont rentrer au pays. Parce que les affaires de fisc là, c'est compliqué. Tu lances ton business, tout ton argent fini, ton fisc est à la porte chaque jour. Je vais même prendre l'exemple du Congo ici pour être direct. J'ai rencontré tellement d'entrepreneurs congolais qui disent que mais le fisc ne comprend, ils ne comprennent pas la réalité du business. Ils sont dans ton business chaque jour à te demander l'argent pour des trucs que tu ne dois même pas payer. Et toi, en tant qu'entrepreneur, au lieu de bien gérer ton business, tu as l'angoisse que le lendemain, il y a quelqu'un du fisc qui va encore se présenter chez toi. Ok? Comment éviter les erreurs des pays africains surendettés? Pays à risque, ils ont pris erreur, leçon, la Zambie, dette chinoise gagée sur les mines de cuivre. Leçon, perte de contrôle des actifs stratégiques. L'Angola, pétrole contre les prêts chinois. Leçon, dette insoutenable après la chute des prix du pétrole. Ah, il y a aussi ça pour les marchés, il faut faire attention. Kenya, erreur, ligne ferroviaire SGR
Est-ce qu'elle est finie, la ligne ferroviaire là? Je pense pas qu'elle soit finie. Projet peu rentable, dette élevée. Donc, je sais pas comment ils avaient fait leurs calculs, comment ils allaient recouper l'argent. C'était un projet monstrueux. Je pense même pas qu'ils aient fini ça. Je pense aller de Mombasa à la Tanzanie, à Dar es Salaam, si je ne me trompe pas. Okay? Ceux qui ont les détails, s'il vous plaît, laissez dans les commentaires comme d'habitude. Donc, il faut faire quand même une étude assez avancée et essayer de voir est-ce qu'on ne prête pas trop d'argent? On va récupérer l'argent dans combien de temps? Ça va prendre 100 ans, 200 ans. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il ne faut pas faire un autre projet moins coûteux peut-être? Avoir des infrastructures peut-être avancées, mais pas autant que ça. On ne va pas non plus aller dans les trains qui l'évitent là, ok? Et les trains à très grande vitesse, si c'est très coûteux et que ça nous prend autant de temps pour récupérer l'argent. Alors qu'on peut avoir une ligne ferroviaire normale qui rapporte l'argent, par exemple, dans les 10 ans, les 20 ans, on rentre dans nos capitaux et les autres 50 ans, on utilise cet argent-là justement pour moderniser et passer justement au, on dit ça en anglais, levitating train. Les trains à grande vitesse. Il faut avoir une vision sur le long terme. C'est très important. Les cas de réussite, le Maroc revient beaucoup. Hein. Maroc, pas de dépendance à la Chine. Investissement européen et golfien. Politique industrielle claire, automobile, aéronautique, en effet très centrée sur ces deux industries-là. Le Rwanda, pas de méga dette chinoise, focus sur les IDE privés. Climat des affaires attractif. Gouvernement, faible corruption. Donc, ils misent beaucoup sur la digitalisation au Rwanda, pour tous ceux qui ont visé le Rwanda. La Côte d'Ivoire, dette maîtrisée, croissance tirée par l'agro-industrie. Cacao transformé. Alors, on a posé cette question-là. DeepSeek nous propose autre chose. Hein. Prochaine étape pour l'Afrique, créer des fonds souverains, comme le Botswana avait les revenus du diamant. Je pense que la Guinée fait également un truc comme ça avec le projet Simandou. Hein. Ils créent des fonds souverains. Donc, Botswana, revenu du diamant, Simandou, avec le projet même proprement dit, renforcer les unions monétaires pour émettre les obligations régionales, former des négociateurs africains experts en contrats internationaux. Ces gens-ci lisent dans mon esprit. Voilà. Prochaine question, il propose, mais moi j'aimerais qu'on creuse un peu du côté du financement, ok? Je voulais te demander quel outil de mobilisation domestique, quels autres outils de mobilisation financière originale les pays africains peuvent-ils mettre en place et qui a très bien fonctionné dans d'autres pays, incluant les pays occidentaux. Donc là, maintenant, on va à la recherche des détails, ok? Bon, je ne devais pas aller en fait pousser la réflexion comme ça pour que la vidéo ne soit pas très longue, mais bon, par curiosité, je voulais savoir, une fois qu'il va me donner la réponse, je vais lui poser la question, compte tenu du climat géopolitique en Afrique, on se comprend, quels seraient justement les challenges que les pays auront à mettre ça en place et comment justement surmonter ces challenges-là. Maintenant, c'est des trucs stratégiques dont on ne parle pas, mais ça, c'est également pour l'éducation, pour nous éduquer, ok? On ne parle pas en mondovision comme ça. C'est des trucs qu'on parle à huis clos d'habitude. Ok, donc, outils originaux de mobilisation financière pour l'Afrique, inspirés de pays occidentaux et émergents. Pour financer son industrialisation sans dépendre uniquement de la dette ou des investissements étrangers, l'Afrique peut s'inspirer de mécanismes innovants ayant fait leurs preuves ailleurs. Voici les solutions peu exploitées sur le continent, mais efficaces. 1. Outils éprouvés dans les pays émergents occidentaux. Obligations indexées sur des projets. Project Bonds. Oh, mais c'est vrai! C'est vrai qu'il y a des Project Bonds. On a le cas de l'Inde. Financement de métro et autoroutes via des obligations adossées aux revenus futurs. Bon, ça, c'est la finance un peu poussée. Hein. Notez ça pour l'instant. Peut-être je pourrais faire une vidéo un peu plus poussée, peut-être pour les membres de la chaîne. Ce que je vais faire dans la partie membres sera en fait un complément de ce que je suis en train de dire ici. Mais ce sera très poussé. Par rapport à la géopolitique, par rapport au néocolonialisme, la présence française, le fait qu'ils sont en train de rejouer leur pion, ils n'ont pas quitté l'Afrique, hein, ils sont là. Vous savez comment les Occidentaux ont la dent dure et ils sont tenaces. Si on vous dit que ça a pris plus de 100 ans pour qu'ils craquent le code pour faire l'esclavage en Afrique, ça vous dit que les gens sont tenaces. Donc, il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place dont je veux parler dans la partie membre. Ce n'est pas encore membre. Joignez la Chine en tant que membre. On parle de trucs très avancés à l'intérieur, ok? Application en Afrique, émet des obligations Lagos Cotonou Highway Bond, garanties par les péages. Ah, ok, c'est intéressant ça. On a les obligations solaires pour financer les fermes photovoltaïques, comme au Maroc. Très intéressant. Fonds souverains alimentés par les ressources naturelles, ça rejoint un peu ce qu'on disait un peu plus tôt. Modèle norvégien, fonds pétroliers, adaptation africaine,
Botswana, fonds de diamantifères, à généraliser, on peut avoir les fonds pétroliers, les fonds miniers. Encore, il faut des gens bien dans leur tête. Hein, parce que tout ce qu'on dit là, c'est bien si, au niveau de la gouvernance, on a pu appliquer le premier point. Donc, troisième point, taxes ciblées et redevances innovantes. Modèle chilien, taxes sur le cuivre pour financer l'éducation. Ah, donc les compagnies peuvent payer une taxe justement pour l'éducation. J'aime bien. Donc, les compagnies qui viennent, les compagnies minières, peuvent avoir la taxe à l'éducation qu'on peut insérer. Okay? Idée pour l'Afrique, taxe tech levy, prélèvement sur les transactions mobile money. On vous parle d'une des plus grosses industries qui se fait de l'argent de malade en Afrique. Donc, on peut prélever des taxes sur ces compagnies-là. Redevance minière obligatoirement investie dans la recherche et le développement, comme en Australie. Vous voyez l'importance des entreprises? Parce que l'argent doit venir de quelque part. Et vous réalisez toujours que l'argent vient des activités entrepreneuriales. Toujours, pas parfois, toujours. Je vous dis souvent que c'est la colonne vertébrale d'un pays. Les gens ne réalisent pas à quel point. Capital investissement locaux, modèle indien, Fondos, comme Chris Capital, finance l'industrie pharmaceutique. Potentiel africain, on peut faire des fonds panafricains. Exemple, African Development Partners de CDC Group. Inciter les pensions africaines à investir dans les startups, comme au Canada avec le CPP. 5. Monétisation des actifs publics. Modèle canadien-australien, c'est un exemple. Ils font la location d'infrastructures. Les ports et les aéroports à des investisseurs, mais l'État garde la propriété. I like that. OK. Donc les infrastructures sont louées, mais c'est l'État qui est propriétaire. I like that. Exemple africain à développer, concession du port d'Abidjan. Outils originaux peu exploités en Afrique. Bon. Ils ont fait un tableau, outils, pays exemple, potentiel africain. Social Impact Bonds au Royaume-Uni, potentiel africain, financement des écoles rurales au Niger. Outils, dette convertible en Argentine en 2005. Potentiel africain, échanger dette contre des actions minières. Outils, Green Bonds du côté de la France et de l'Allemagne. Potentiel africain, financer l'énergie solaire au Sahel. Outils, Soukouk, obligations islamiques du côté de la Malaisie. Potentiel africain, projet halal au Sénégal, au Maroc. On donne les exemples d'études de cas concrets. On va lire rapidement, c'est important. Études de cas concrets, toujours sous le financement. Le Rwanda, mobilisation innovante. Il y a eu un partenariat avec Visa, ce qu'on appelle Tap & Go, pour financer les bus publics via paiement digital. Vous vous rappelez, ceux qui ont appris les bus au Rwanda, là, c'est pas TAP. Donc, il y a une entente avec Visa. OK? Il y a le fonds Agasiro, Crowdfunded Sovereign Wealth Funds, dont les citoyens et la diaspora peuvent financer ça. Je pense que les pays de l'Afrique de l'Ouest également, de l'AES sont en train de travailler sur quelque chose de similaire. Le Maroc, fonds Mohamed VI, dont on a parlé un peu plus tôt, 20 milliards de dollars levés via des PPP pour des énergies renouvelables. Voilà. Et on va finir avec la dernière chose, qui n'était même pas très important, mais bon, moi je pourrais résumer ça comme ça, parce que sinon on va encore entrer dans trop de détails, ce sera trop long, c'est déjà assez long pour vous, mais c'est d'être resté jusqu'à présent, parce que c'est très important. Là, c'est vraiment dans le vif du sujet. L'ouverture des frontières est très importante. On peut parler de transfert de compétences, on peut parler du retour de la fuite des cerveaux, parce qu'en Afrique, l'Afrique reste aujourd'hui la zone où les jeunes se projettent le plus à l'extérieur. Leurs corps sont en Afrique, leur esprit ailleurs. Ok, donc on ouvre ça afin que peut-être que la diaspora revienne réinvestir en Afrique. Il y a des incitatifs, on a parlé des avantages fiscaux un peu plus haut. Un fonds peut-être pour la diaspora, un suivi. Avantages fiscaux, par exemple, les 2 premières années, pas de taxes à payer, c'est un gros incitatif. On peut également parler de la politique mise en place par la Chine qui a ouvert justement ses frontières. N'oubliez pas que la Chine s'est seulement ouverte très récemment à l'étranger, au commerce international, à ce que les entreprises étrangères viennent investir dans leur pays. Mais pour ce faire, ils avaient déjà gagné le combat des infrastructures et de l'énergie. Parce que si on n'a pas ces deux, il y a un problème. Et bien sûr de la corruption, la gouvernance, tout était mis en place. Voilà, je sais que la vidéo est longue. La seule vidéo que j'ai fait aussi longue, c'était la formation gratuite sur Amazon depuis là, que j'ai faite en 2021. Ça fait très longtemps qui est sur la chaîne et qui est déjà désuet. Il faut faire la mise à jour de cette formation-là. Mais j'espère que ça vous a aidé à avoir une idée plus ou moins concise de ce qui peut être fait, de c'est quoi les challenges, de comment est-ce qu'on peut avancer, de où on peut être dans 40 ans, 50 ans. En fait, l'analyse s'est faite
sur des pays qui étaient appelés des pays émergents à l'époque ou des pays pauvres à l'époque et qui ont réussi leur sortie. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines réalités qu'on a en Afrique qu'à tout prix les autres pays n'ont pas eu. On a toujours le joug, hein, la présence coloniale, la présence de l'autre. Mais quand même, moi je me dis, avec des hommes forts à la tête des États, c'est très faisable. Avec des hommes qui n'ont pas peur de mourir. Voilà, les choses qu'on me dit que c'est vrai, ne dit pas sur Internet, mais c'est vrai. Parce que ce sont des gens qu'on ne peut pas facilement manipuler. On va vous dire, voilà ce qui s'est passé avec les autres. Ils n'ont pas écouté, regarde où ils sont. Et tout ça, on a peur alors que ça va arriver fatalement. On peut quitter cette terre avec soit l'image du démon sur le visage ou l'image du héros. Celui qu'on acclame, celui qui a compris la réalité de la jeunesse. Celui qui a compris qu'aujourd'hui, on vit dans un monde connecté au XXIe siècle. On est dans le Web 3, on n'est même plus dans le Web 2. L'Internet où l'information passe, on passe à la vitesse supérieure. Où les gens sont réveillés et se réveillent de plus en plus. Où la population dit merde. Une fois que certaines personnes au pouvoir vont partir, auront à jamais leur nom dans la liste des morts, comme certains disent. Au lieu d'être dans la liste des vainqueurs et des vrais panafricains. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, je suis à la recherche de quelqu'un qui fasse l'intelligence artificielle. J'aimerais travailler sur quelque chose de très puissant que je voulais normalement faire en 2027. Mais je pourrais le faire cette année. Si je tombe sur la bonne personne, on pourra avancer très rapidement. N'oubliez pas également la formation gratuite qui est offerte sur la chaîne. Regardez en bas, allez cliquer et allez la recevoir gratuitement. Et un dernier point, abonnez-vous les gars. Là, on m'a encore remonté les statistiques. Je pensais qu'on était 2 millions de personnes qui regardaient la vidéo. Depuis le passage en Chine, c'est passé à 5 millions de personnes qui regardent les vidéos sur la chaîne. Mais on n'est que 500 000. Guys, we can do better. Voilà pour tout aujourd'hui. On se voit à la prochaine vidéo. Mais je vais tourner ma caméra, vous faire une vidéo percutante de l'autre côté, vous montrer comment le monde fonctionne. Et si vous n'êtes pas prêt, ne regardez pas cette vidéo. Peace.